Bonjour et bienvenue à notre nouveau webinaire portant sur l'hypertension et la santé vasculaire. Alors, mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe en pratique privée à Montréal depuis 1998 et j'agis également comme consultante médicale pour la compagnie AOR. Alors, la santé vasculaire, l'athérosclérose, l'artériosclérose, qu'en est-il? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que, comme tout système dans notre corps, nos artères, éventuellement, en vieillissant, vont perdre un certain taux d'élasticité. C'est ce que nous allons appeler l'artériosclérose. Cependant, lorsque ce durcissement de nos artères s'accompagne également de plaques lipidiques, nous allons à ce moment-là parler d'artériosclérose. Et c'est ce dont il sera question aujourd'hui. Alors évidemment, lorsque ces plaques s'installent sur l'intérieur de nos artères, on comprend que le corps devra fournir un effort accru pour arriver à faire circuler le sang à l'intérieur de nos artères, puisqu'il y a donc des amalgames de cholestérol là, qui bouchent un peu notre tuyauterie, si je peux m'exprimer ainsi. Alors évidemment, cet effort accru que le corps doit fournir va contribuer à élever la tension artérielle. Alors, il y a définitivement un lien entre l'hypertension et l'athérosclérose. Maintenant, nous allons voir qu'en est-il des facteurs de risque, notamment le sodium et le cholestérol. Quelles sont les preuves que le sodium et le cholestérol ont effectivement un rôle à jouer dans l'hypertension et la santé vasculaire de façon plus globale? Ensuite, nous allons examiner ensemble l'impact de l'alimentation et du style de vie sur l'hypertension et la santé vasculaire. Nous allons également vérifier quels suppléments pourraient nous être utiles afin d'améliorer et de conserver notre bonne santé cardiovasculaire. Quelques questions que nous allons nous poser et auxquelles nous allons répondre ensemble, c'est quels sont les facteurs qui vont conduire à l'athérosclérose et les facteurs clés qui vont déterminer la fonction cardiovasculaire. Alors, pourquoi la santé cardiovasculaire est-elle si importante? Eh bien, si nous allons voir les chiffres de Statistique Canada datant de 2008, nous pouvons constater que les maladies cardiovasculaires viennent au deuxième et au troisième rang des maladies mortelles, c'est-à-dire que la santé du cœur comme telle va causer 50 000 décès, bon an, mal an, au Canada, et les accidents cérébrovasculaires, eux, vont compter pour environ 15 000 décès par an. Donc, combiner les accidents cérébrovasculaires, les maladies cardiaques, d'une façon globale, vont s'asseoir dans les deuxième et troisième rangs des maladies fatales au pays. Alors, c'est pourquoi il est très important d'en parler, de s'éduquer et d'améliorer les facteurs sur lesquels nous avons un pouvoir d'action. Alors, le premier, il s'agit évidemment de l'hypertension. Donc, comme on disait, l'hypertension définitivement associée aux maladies vasculaires. C'est un facteur de risque bien connu de l'accident vasculaire cérébral, des maladies coronariennes et de l'insuffisance rénale. En fait, pour chaque augmentation de 20 mm de mercure de pression systolique et de 10 mm de mercure de pression diastolique, en dehors des valeurs normales, c'est-à-dire la valeur inférieure étant établie à 115 sur 75 et la supérieure à 185 sur 115, alors pour chaque augmentation de 20 et de 10 mm de mercure, à l'extérieur de ces chiffres, on va voir le risque d'événement coronaire fatal doublé. Donc vraiment, risque très, très important. Mais ce qu'il faut bien décortiquer, c'est quels sont les facteurs sous-jacents qui vont causer l'hypertension. Parce qu'on sait que l'hypertension est associée, mais elle n'est pas directement la cause. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs sous-jacents qui vont amener cette hypertension. Donc, le premier, il s'agit de la fonction endothéliale ou du dysfonctionnement endothélial. Et c'est ce que nous allons discuter plus en détail. Ensuite, de l'élasticité vasculaire, puisque, comme on l'a dit, si les artères sont plus rigides, le cœur devra fournir un effort accru, c'est ce qui va augmenter notre tension. Ensuite, l'athérosclérose, donc ces dépôts d'athérome ou ces plaques lipidiques qu'on va retrouver sur l'intérieur de nos artères et la calcification de ces dépôts d'athérosclérose.
sclérose. Alors, dans les années 80, on blâmait ou on pointait du doigt le cholestérol comme étant le grand coupable des maladies cardiovasculaires. C'était devenu presque obsessif. Alors, on a un bel exemple ici du Time Magazine qui nous dit que le cholestérol, les mauvaises nouvelles entourant le cholestérol. Par contre, récemment, ce qu'on voit plutôt apparaître, c'est la question du cholestérol en tant que mythe. On dit pourquoi le fait de diminuer votre taux de cholestérol ne va pas vous aider à réduire vos maladies cardiaques. Alors, on voit un grand changement de paradigme au cours des dernières années, évidemment, puisqu'on comprend de plus en plus l'étiologie, donc la cause des maladies cardiovasculaires. Alors, un autre mythe qu'on va discuter, c'est la fameuse question du sodium. Il y a des gens qui ont presque une peur obsessive de la salière, et on va voir que le sodium, bon, il semble y avoir une corrélation. Le régime riche en sodium va être associé à l'hypertension artérielle, à un risque élevé de maladies cardiovasculaires et à toute cause de mortalité. Alors, le risque va augmenter de 20 pour chaque 1000 mg ou chaque gramme de sodium additionnel qu'on va consommer quotidiennement. La limite canadienne pour la consommation de sodium est fixée à 1500 mg par jour et les chiffres de 2003 à 2006 nous indiquent que les Canadiens en moyenne consomment plus de 3500 mg par jour. Ce qui est intéressant de noter, c'est que 90% du sel alimentaire est en fait ajouté à notre alimentation. Alors, de façon plus graphique, on voit que le sodium qu'on retrouve dans les aliments à leur état brut représente 12%. Le sel qu'on rajoute quand on fait la cuisine constitue environ 5% du sodium. Celui qu'on rajoute directement dans notre assiette, 6%. Donc, si vous regardez, le sel qu'on rajoute avec la salière, ça représente seulement 11% de notre quantité globale de sodium consommée. Alors, d'où vient le restant? On voit ici que 77% du sodium qu'on ingère provient en fait de l'alimentation raffinée et de l'alimentation qu'on consomme dans les restaurants. Donc, la vraie question qu'il faut se poser, quand on constate que l'apport en sel est relié au décès cardiaque et que 70% du sel alimentaire vient des aliments transformés, c'est est-ce que le sel est le véritable coupable de cette augmentation de maladies cardiovasculaires ou s'agit-il plutôt du régime riche en aliments transformés et donc riche en sel qu'il faut pointer du doigt? Est-ce que le sodium est vraiment le coupable ou constitue-t-il plutôt un biomarqueur d'un mauvais régime alimentaire? On sait que l'alimentation transformée va être aussi riche en gras saturés, par exemple. Alors, est-ce que, encore une fois, quand il y a plus de sodium, il y a plus de gras, et est-ce que le sodium est vraiment le coupable? Ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans une étude réalisée par Taylor et ses collègues, donc une fameuse méta-analyse Cochrane, on voit que la restriction en sodium n'a montré aucune preuve solide d'amélioration de la morbidité, de la mortalité cardiovasculaire ou de l'hypertension. Donc, on en parle beaucoup, mais dans les faits, quand on regarde les études cliniques, on ne voit pas de lien direct entre l'élimination ou la diminution du sodium et l'amélioration de la santé cardiovasculaire. Ceci étant dit, il faut quand même noter qu'un certain nombre de personnes peuvent être très sensibles au sodium et pour ces personnes, ça fera une différence. Mais il ne faut pas extrapoler à ce moment-là cette conclusion à l'ensemble de la population. Alors encore une fois, est-ce que le biomarqueur est-ce que le sodium constitue simplement un biomarqueur ou est-il réellement la cause de l'hypertension? Alors, c'est déjà un bon point à valider. Deuxièmement, la question des graisses. Si on regarde le fameux paradoxe français, le paradoxe français, c'est simplement le fait que nos voisins d'outre-mer ont un apport plus élevé en gras saturés. Ils consomment plus d'alcool et pourtant, nous avons beaucoup plus de maladies cardiovasculaires en Amérique du Nord, c'est-à-dire un tiers de plus que nos voisins. Pourquoi? Alors, différentes hypothèses ont été proposées. D'abord, une combinaison de différents éléments combinant le style de vie,
L'apport accru en antioxydants, parce qu'on le sait, dans le vin, on va retrouver beaucoup de polyphénol. Le statut en oméga 3 provenant de l'alimentation plus riche en poissons. L'autre point qu'il faudrait mentionner, c'est que les Français, en général, ont beaucoup plus de semaines de vacances que les Nord-Américains. Alors, est-ce que leur stress serait moins élevé que le nôtre? Alors, toute cette question du paradoxe français nous amène à nous interroger sur le vrai lien entre le gras et les maladies cardiovasculaires. Alors, est-ce qu'on peut toujours faire cette association, cette équation, que le cholestérol va générer l'athérosclérose qui va conduire aux maladies cardiovasculaires? En fait, la preuve est fondée sur le lien entre les critères d'évaluation cardiaque, le fardeau de la plaque d'athérome et la progression de la maladie. Et quand on regarde encore une fois ce que la science nous dit, on retrouve des éléments de preuve qui sont contradictoires. Le taux de cholestérol ou le taux de LDL chez les personnes asymptomatiques ne sont pas associés au fardeau de la plaque coronaire. Donc, même si on a plus de cholestérol, même si on a plus de LDL, le mauvais gras, comme on l'appelle souvent, on voit qu'il n'y a pas nécessairement plus de plaques. Les gras saturés vont, dans certains cas, selon les études cliniques, réduire la progression de l'athérosclérose. Alors, tout un changement de point de vue. Alors, vraiment, encore là, il faut voir si le cholestérol comme tel est le grand méchant loup ou s'il y a d'autres facteurs, comme par exemple la calcification de ces plaques. Alors, on voit que oui, la calcification des plaques est fortement associée aux complications d'événements coronariens. Plus de 10 études montrent que les taux de cholestérol et les LDL ne sont pas liés à la calcification des artères coronaires. Donc, le taux de gras plus élevé va contribuer au dépôt, dans certains cas, pas tout le temps, mais ne vont pas directement apporter le facteur calcification. Et l'autre chose intéressante qu'on a observée, c'est que le traitement par statine, donc ces médicaments qui aident à diminuer le taux de cholestérol, ne ralentit pas la progression de la plaque d'athérome calcifiée. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, ça remet encore une fois en doute la fameuse équation cholestérol, athérosclérose et maladie cardiovasculaire. Alors, le cholestérol, la plaque d'athérome calcifiée et l'hypertension engendrent la progression de la plaque d'athérome calcifiée et vont évoluer vers les maladies cardiovasculaires. Ça, on voit le lien. Et le facteur de risque sous-jacent, clé dans ce cas-ci, ça va être la résistance à l'insuline. Fameuse résistance à l'insuline dont on parle de plus en plus. Et ça explique aussi cette fameuse association entre les maladies cardiovasculaires et le diabète qu'on appelle le syndrome X. Donc, la résistance à l'insuline est liée au fardeau et à la progression. Alors, encore une fois, le cholestérol est un peu la pointe de l'iceberg, mais ce qu'il y a derrière, en derrière-plan, c'est vraiment la résistance à l'insuline. Alors, que fait-on dans ce cas-ci si les statines toutes seules n'ont pas montré une grande efficacité? Alors, il y a une approche intégrative qui est jugée efficace selon une étude publiée en 2009, et ça va être la combinaison des statines, de la niacine, donc la vitamine B3, des oméga 3, de la vitamine D et d'un régime alimentaire approprié. Alors, abaisser le taux de calcium coronaire, ça on l'a vu, va aider à diminuer et ralentir la progression de la plaque. Alors, comment on fait pour diminuer le calcium coronaire? Eh bien, si le calcium ne se situe pas dans nos os ou dans nos dents comme il devrait l'être à 98 %, il va être en circulation et risque de se déposer. Alors, il va falloir augmenter les cofacteurs du calcium, comme on le voit ici, la vitamine D, le magnésium par exemple, la vitamine K, sont tous des facteurs qui vont aider le calcium à être fixé aux bons endroits, c'est-à-dire dans nos os et dans nos dents. Alors, ce que cette fameuse étude nous démontre finalement, et qui a été confirmée par une autre étude réalisée par Jacobson en 2010, et sur une étude qui portait sur 55 000 hommes et femmes danois, c'est que finalement, les gras saturés n'ont pas été associés au HDL, contrairement à la consommation d'hydrates de carbone. Donc finalement, c'est qu'on a vérifié si le fait de consommer plus de gras avait augmenté
le cholestérol de haute densité. Et ce n'était pas le cas. Par contre, quand on consommait plus d'hydrates de carbone, donc plus de sucre, il y avait une augmentation. Dans l'étude, on a remplacé les gras saturés par des fruits, des légumes, des céréales à grains entiers, et ça a aidé à réduire de façon significative le risque d'infarctus du myocarde. Par contre, lorsqu'on remplaçait tout ça par des hydrates de carbone raffinés, on a augmenté le risque d'infarctus du myocarde. Alors, on constate que le sucre se transforme en gras et va conduire à une résistance à l'insuline. Et comme nous l'avons dit, c'est la résistance à l'insuline qui se cache derrière le rôle nocif du cholestérol. Alors, il faut évidemment éviter les aliments sucrés, peut-être même encore plus que les aliments gras. Le lien avec le stress, comme on l'a mentionné comme facteur de risque dans les maladies cardiovasculaires, alors, le stress, on le sait, le niveau de stress va causer l'hypertension. Bon, la majorité des crises cardiaques surviennent le lundi matin quand les gens retournent au bureau, donc on sait qu'il y a un lien définitif avec le stress. Il va augmenter le risque de maladies cardiaques et d'infarctus également. Les recherches sur la calcification artérielle relient le stress aux maladies cardiovasculaires parce que le stress va augmenter le cortisol, cette fameuse hormone de stress, de façon chronique. Et cette augmentation de l'activité de l'axe hypothalamus-hypophyse-surrénal et la réactivité du cortisol vont définitivement contribuer à la calcification artérielle. Donc, on sait aussi que le taux de cortisol élevé va être associé à la dépression et à l'apnée du sommeil. Alors, le cortisol, on en parle aussi de plus en plus, cette fameuse hormone sécrétée par nos glandes surrénales, et on voit que le cortisol va toucher à peu près tous les systèmes dans notre corps, que ce soit l'augmentation du taux de sucre dans le sang qui va nous permettre donc de faire face à notre ennemi ou à nous sauver, donc ce fameux facteur de stress qui sera perçu comme un agresseur par le corps. Ça va, donc, on l'a dit, augmenter la pression artérielle, ça va avoir un impact négatif au niveau de la mémoire, du système reproducteur, et j'en passe. Donc, très important, la gestion du stress pour diverses maladies. Dans chacun des webinaires qu'on a fait l'année dernière, on a parlé du stress parce qu'on voit que le stress va agir de façon systémique. Alors, de façon graphique ici, on peut voir que le stress va activer donc cette fameuse axe hypothalamus-surrénal qu'on appelle HPA axis en anglais. Et dans un premier temps, donc cette sécrétion accrue d'épinéphrine, de norépinéphrine et de cortisol va se faire sentir au niveau des récepteurs cellulaires. Et on est dans ce cas-là dans une réaction aiguë de lutte ou de fuite. Si le stress se répercute dans le temps, si ça perdure, à ce moment-là, on va voir que la manifestation va se manifester dans les organes et dans les tissus. On va retrouver des changements métaboliques au niveau du taux d'insuline, par exemple, au niveau des battements cardiaques, etc. Et dans un troisième temps, si nous continuons d'être exposés au stress, c'est là où il y aura des problèmes au niveau systémique qui vont apparaître, comme par exemple les maladies cardiaques, le diabète, etc. En termes de nouveaux paradigmes, il y a deux points que nous allons aborder. D'abord, la question des cellules progénitrices endothéliales. Alors, ça sert de nouvelles mesures de la fonction vasculaire parce que finalement, on se rend compte que si on ne peut pas se fier au taux de sodium et au taux de cholestérol pour évaluer la fonction de notre fameux tissu endothélial à l'intérieur de nos artères, il faut trouver une autre façon de voir si nos artères sont en bonne forme. Alors, il s'agit d'un premier pas. Et donc, on voit que le bon fonctionnement endothélial est amélioré par une alimentation riche en légumes et qui est faible en produits animaux, également par l'activité physique. L'activité physique a un impact très, très positif au niveau du durcissement des artères. Ensuite, l'élimination du cholestérol. Bon, comment on va procéder pour arriver à éliminer le cholestérol? Il faut évidemment compter sur la capacité des HDL, donc notre bon cholestérol à éliminer le cholestérol. Et on voit que nos HDL sont endommagés
par l'oxydation, donc par les radicaux libres. Alors, il faut à ce moment-là incorporer le plus d'antioxydants possible dans notre alimentation, les fameux antioxydants qui proviennent des fruits et des légumes ou encore de la supplémentation. Dans les antioxydants, le resveratrol est digne de mention. On sait que le resveratrol, encore une fois, est un antioxydant qui provient des raisins et on sait qu'il aura un impact très positif sur l'oxydation des HDL et des gras d'une façon générale. Il y a également au niveau scientifique un regain d'intérêt pour la niacine, donc la vitamine B3. La niacine va permettre d'augmenter les HDL et d'éliminer l'ApoA, donc une fameuse protéine de transport qui est impliquée dans les maladies cardiovasculaires. Au niveau des risques cachés, vous allez peut-être être surpris d'apprendre que la santé dentaire est très importante au niveau de la santé cardiovasculaire. En effet, on a constaté que les gens qui utilisent la soie dentaire sont 50%, donc moitié moins susceptibles d'avoir une crise cardiaque. Alors, le lien entre la gingivite et la maladie cardiaque, l'athérosclérose et même le diabète, également, c'est l'inflammation. La gingivite, donc l'inflammation des gencives, et on sait que l'inflammation est impliquée donc dans plusieurs maladies. On parle du diabète, des maladies cardiovasculaires, mais aussi du cancer, des maladies neurologiques, auto-immunes, arthrite, etc., etc., etc. Donc, c'est le lien entre la santé dentaire et les maladies cardiovasculaires. Également, il y a certaines bactéries qu'on retrouve au niveau de la bouche qui auront un impact au niveau de la coagulation sanguine et la vitamine D qui est importante et pour la santé dentaire et pour notre système immunitaire fera également le pont ou le relais entre les deux. Alors, comment allons-nous intervenir au niveau de l'hypertension? Alors, on va toucher la question de l'alimentation et du style de vie. Alors, dans un premier temps, on vous propose quelques options nutritionnelles qui vont vous aider à contrer l'hypertension artérielle. On y va toujours en naturopathie du plus simple au plus complexe. Alors, il y a des petites choses toutes simples que vous pouvez modifier dans votre alimentation et dans votre mode de vie, et ce sont tous des choses qui ont été associées à l'amélioration de la tension artérielle. Alors, je pense à, par exemple, le fait d'incorporer l'ail, 2 gousses d'ail cru dans votre alimentation. Les huiles de poisson sont également importantes. En termes de mode de vie, on en a parlé, le rôle de l'activité physique, mais également le rôle du sommeil est très, très important, que ce soit pour la santé cardiaque ou tous les autres problèmes de santé qu'on a abordés ensemble. En termes d'intervention nutritionnelle, probablement celle qui est la plus connue, c'est celle du Dr. Dean Ornish, qui permettait d'inverser le processus d'athérosclérose. Alors, ce que le Dr. Ornish propose, lui, c'est un régime à 10% de lipides, un régime végétarien d'aliments entiers, l'exercice aérobique, la gestion du stress, le sevrage du tabac, le soutien psychosocial de groupe. Le régime DASH est également un régime qui fonctionne bien. Il permet de réduire de 10 mm de mercure la tension systolique et de 5 le diastolique. Également, la restriction calorique dans les régimes de type diabétique, par exemple, parce que, encore une fois, le glucose va favoriser l'inflammation et l'augmentation du NF-kappa-B, qui est une molécule de signalisation, finalement, dans le processus inflammatoire. Une étude clinique intéressante nous démontre également que le jeûne, donc un jeûne strict réparti sur 2 jours, suivi de 6 jours d'alimentation végétarienne, vont avoir un impact considérable au niveau de la tension artérielle, donc un impact de l'ordre de 20 et de 7 mm de mercure. Pourquoi? Parce que, finalement, le fait de jeûner et le fait de consommer une alimentation riche en fruits et légumes va nous permettre de réduire l'inflammation, parce qu'évidemment, il n'y aura plus de sucre qui sera consommé, mais surtout, ça va nous permettre d'augmenter l'oxyde nitrique, ce qu'on appelle ici le NOx. Alors, on sait que les diètes, par exemple, méditerranéennes sont associées à la bonne santé cardiovasculaire. Eh bien, pourquoi? On se rend compte que le point commun, c'est l'apport accru
de légumes verts feuillus, par exemple, de betteraves et tout ça, et donc d'aliments qui sont riches en oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique a un impact très positif au niveau du relâchement vasculaire. Donc, il va aller dans le sens inverse de l'hypertension. Alors, le rôle des suppléments nutritionnels maintenant. Quand on parle d'hypertension artérielle, très souvent, le premier supplément qui nous vient en tête, c'est le magnésium. Alors, de faibles taux de magnésium ont été associés à un stress oxydatif accru, à un état pro-inflammatoire, au dysfonctionnement endothélial, à l'agrégation plaquettaire, à la résistance à l'insuline et à l'hyperglycémie. Il y a une relation significative qui est inversement proportionnelle entre le taux de magnésium sérique et l'incidence de maladies cardiovasculaires, c'est ce que nous dit une étude très récente, donc de 2012. Alors, il y a plusieurs multiples mécanismes d'action qui sont impliqués et qui expliquent que le magnésium a un rôle si important. Et donc, le mieux connu, c'est la relation calcium et magnésium. Alors, de façon graphique ici, très, très bon graphique qui explique que lorsqu'il y a une diminution du magnésium et une augmentation du calcium, nous allons évoluer vers l'hypertension d'une part, vers le diabète d'autre part, et ces deux facteurs combinés vont évidemment générer l'athérosclérose. Alors, on a parlé du rôle du calcium coronaire dans le durcissement de ces fameuses plaques d'athérome, ces plaques de lipides, donc qui vont générer l'athérosclérose. Évidemment, si le calcium n'est pas bien équilibré avec notre magnésium, il sera moins bien fixé, plus de risque de dépôt, et donc il va évoluer vers ces maladies. Le magnésium, lui, joue un rôle, bon, non seulement au niveau du calcium, mais un rôle important dans l'utilisation du sucre. Alors, si nous n'avons pas suffisamment de magnésium pour utiliser nos hydrates de carbone, nous allons nous retrouver en état de résistance à l'insuline qui va générer le diabète et donc conduire, encore une fois, à l'athérosclérose. Donc, le magnésium et la pression artérielle. Dans une étude réalisée en 2012, on voit que les suppléments de magnésium ont un impact positif. On va réussir à diminuer la tension systolique de 3 à 4 mm de mercure et la diastolique de 2 à 3. Et tout ça, c'est évidemment en fonction du dosage. Dans les études, on voit qu'il faut consommer au moins 380 mg. Il y a des cas où on a pris jusqu'à 1000 mg de magnésium, la dose moyenne étant de 410. On suggère toujours de prendre le magnésium durant les repas, donc en dose divisée. Et évidemment, le dosage va aussi varier en fonction de l'anion qui est combiné avec notre magnésium. Donc, en fait, est-ce qu'il s'agit d'un citrate de magnésium, d'une rotate de magnésium? Donc, vraiment, tout ça va affecter le dosage. Alors, deux des formes de calcium qu'on vous propose, de magnésium qu'on vous propose chez AWARE sont d'abord le rotate de magnésium et ensuite le taurate de magnésium. Dans le cas de l'orotate, c'est l'acide orotique qui va être combiné au magnésium et l'acide orotique va permettre d'augmenter le glycogène cardiaque et la synthèse de protéines et ainsi que les taux d'ATP, donc finalement tout ce qui est la question de l'énergie et de l'utilisation du sucre dans le corps. Alors on va le proposer dans des cas par exemple d'hypertension, d'insuffisance cardiaque congestive, de prolapsus de la valve mitrale et tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires évidemment. Le taurate de magnésium, lui, est plus spécifique à la régulation de l'activité électrique transmembranaire dans le cœur et dans le cerveau. Le magnésium, dans ce cas-ci, est combiné à l'acide aminé taurine. Il va permettre aussi d'améliorer la sensibilité à l'insuline, hein, c'est un magnésium, et il va protéger le cœur contre une surcharge en ion calcium. La carence en vitamine B6, on le sait, va entraîner la réduction du magnésium et de la taurine. Donc, encore une fois, les vitamines du complexe B sont hyper importantes également pour la santé cardiovasculaire. Les vitamines B vont jouer un rôle au niveau de la méthylation, notamment dans notre foie, qui va permettre le recyclage de l'homocystéine. Et l'homocystéine est un des autres facteurs de risque extrêmement importants pour les maladies cardiovasculaires. Donc, on a, comme je disais, une belle gamme de magnésium qui sont disponibles chez AWARE. Donc, le fameux taurate de magnésium, vous allez
le retrouver ici dans le magnésium taurate à 100 mg de magnésium. L'acide orotique, donc l'orotate de magnésium que nous avons mentionné, se retrouve dans le produit qu'on appelle Cardiomag. Vous avez également des combinaisons de calcium, de magnésium, de citrate de magnésium, de potassium et de taurine dans le Magcotaurine. Le magnésium malate est un autre produit très intéressant, notamment dans les cas de fibromyalgie. C'est un des produits que j'aime beaucoup. Et vous avez une combinaison d'aspartate, de magnésium et de potassium également. Et il y en a un nouveau qui s'en vient. Je ne vendrai pas la mèche, mais une belle combinaison de magnésium qu'on vous offrira sous peu. Alors, la carence en magnésium, il faut s'en soucier, notamment dans les cas de maladies cœliaques, de chirurgie de l'intestin grêle, lorsque les personnes consomment des diurétiques et des antibiotiques. On a même un avertissement de la FDA américaine qui nous dit que les inhibiteurs de pompe à protons, je parle des médicaments antiacides comme Zantac, Tagamet, etc., vont causer une carence en magnésium suite à une utilisation prolongée. Bon, ça c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas juste la carence en magnésium qui sera à ce moment-là observée. Il y a une collègue de McGill qui a fait une étude il y a quelques années qui a démontré un risque accru de fractures, notamment les fractures de la hanche, lorsque nous consommons ce genre de médicaments, puisqu'en bloquant l'acidité dans l'estomac, vous bloquez également l'absorption de vos minéraux. Alors, on notait des cas de carence en magnésium, donc d'hypomagnésie, dès 3 mois d'utilisation des médicaments antiacides. Une autre formule dont j'aimerais vous parler, c'est la formule qu'on appelle TLC 3.0 chez Aware. C'est une très, très, très belle combinaison de magnésium avec la taurine, donc un acide aminé important pour le cœur, mais également 2 autres acides aminés que sont la lysine et la proline. On retrouve aussi le potassium et le calcium dans des ratios équilibrés et surtout 3000 mg de vitamine C par cuillère à soupe. Alors, cette combinaison est basée sur les travaux de recherche de Linus Pauling et de Matthias Rath. Alors, ce qu'on a constaté au niveau de ces 2 chercheurs, c'est que la lipoprotéine A était plus nuisible que les LDL. Pourquoi? Parce que la lipoprotéine A va inhiber la désagrégation des caillots. Donc, il va avoir un effet semblable à du plasminogène. Et pourquoi c'est important? C'est parce que si les caillots sont de plus en plus importants à l'intérieur de nos artères, vous allez comprendre que le risque de boucher le boyau est de plus en plus grand. Alors, la lipoprotéine, elle est là, évidemment, parce que le corps va boucher nos artères, en fait, dans une tentative de réparer les artères lésées. Alors, il va envoyer la lipoprotéine A pour empêcher le corps de désagréger son travail de réparation. Dans un court terme, ça peut être intéressant, mais à la longue, on sait que ça va contribuer au dysfonctionnement de l'endothélial. Alors, c'est peut-être une bonne solution à court terme, mais pas une bonne solution à long terme. Tandis que la vitamine C, elle va permettre de produire un nouveau collagène de qualité dans les vaisseaux sanguins, et c'est ça qui va nous permettre à ce moment-là une réparation et un bon fonctionnement sur le long terme. Alors, la vitamine C comme telle ne va pas réduire le taux de lipoprotéine de type A, elle va plutôt remplacer le rôle de cette protéine, puisque s'il n'y a plus de lésion, nous n'avons plus besoin de produire la lipoprotéine A de façon accrue. La niacine, par contre, elle a un rôle de diminuer la lipoprotéine A, mais il faut aller dans des doses de 3 grammes par jour et plus pour avoir un impact positif. La lysine et la proline, donc ces 2 acides aminés, eux, leur rôle, ça va être de prévenir la liaison de la lipoprotéine A à la paroi artérielle et aux triglycérides. Et c'est pourquoi la combinaison de ces acides aminés, de vitamine C, de magnésium, de taurine et également de calcium, de potassium, va avoir un effet protecteur suprême lorsque nous allons les combiner. Dans les études cliniques, on voit vraiment une amélioration des fonctions et des ACV ou des AVC lorsque nous utilisons la formule TLC. Alors, de façon graphique, encore une fois, on voit que la proline et la lysine vont inhiber
le rôle de la lipoprotéine qui empêche de désagréger les caillots qui ont été formés par le cholestérol pour réparer les dommages au niveau endothélial. Et la vitamine C, elle, va servir d'agent de réparation au niveau de ces mêmes parois. Maintenant, la niacine, ça fait quelques fois qu'on la mentionne, donc la fameuse vitamine B3, qui avait été étudiée de façon très intensive par le docteur Hofer, et on voit que la niacine va permettre également d'abaisser les lipoprotéines A, d'augmenter le bon cholestérol, le cholestérol HDL, et l'apolipoprotéine A. Donc, on dit qu'elle va inhiber l'inflammation vasculaire et protéger contre la dysfonction endothéliale, indépendamment des changements dans les taux de lipides plasmatiques. Encore là, il faut aller chercher des doses assez importantes, de l'ordre de 2 grammes par jour. Alors ici, vous l'avez en dosage de 550 mg par capsule. Alors, l'apolipoprotéine A, c'est elle qui va permettre d'inhiber l'oxydation des LDL, qui va permettre d'améliorer le fonctionnement endothélial, de moduler le système immunitaire, etc., etc. Donc, la lipoprotéine A, effet négatif, apolipoprotéine A, effet positif. Qu'en est-il du calcium? Nous avons vu dernièrement apparaître une étude qui nous disait que l'effet des suppléments de calcium augmentait le risque d'infarctus du myocarde et d'événements cardiovasculaires selon une méta-analyse, donc une analyse d'analyse. Alors, la raison de cet état de fait, c'est que très souvent, en médecine conventionnelle notamment, on va prescrire le calcium seul. On va le prescrire sous forme de carbonate de calcium et à des doses habituellement de 1000 mg par jour. Donc, évidemment, le calcium seul, on l'a mentionné, si la forme, par exemple, le carbonate n'est pas très bien assimilé, il aura tendance à se déposer, et s'il n'a pas tous les cofacteurs dont il a besoin, comme le magnésium, la vitamine D et la vitamine K, aussi, il aura tendance à se déposer. Et on le sait, l'effet de ces dépôts calciques va constituer un facteur de risque dans le processus des maladies cardiaques, puisqu'il va contribuer à durcir les fameuses plaques lipidiques ou les athérome à l'intérieur de nos artères. La vitamine K2, pourquoi elle est importante? Elle va permettre notamment de réguler les enzymes dans la carboxylation. Et quand on a une faible carboxylation, on a tendance à avoir plus de calcification au niveau vasculaire. Alors, la vitamine K2 va permettre également de réguler l'ostéocalcine et la glaprotéine matricielle, des protéines importantes pour la minéralisation des os et la prévention de la calcification des tissus mous. Une étude de cohorte nous permet de constater que la vitamine K2 a permis de réduire le risque de mortalité de 9 pour chaque 10 microgrammes par jour d'apport additionnel. Donc, ce n'est pas rien, vraiment, la vitamine K2, une vitamine qu'on apprend à connaître de plus en plus et qui nous donne toujours des résultats assez intéressants. Donc, lorsqu'il y a un taux de vitamine K adéquat, ça permet de prévenir la perte d'élasticité qui va conduire vers les maladies cardiovasculaires. Alors, dans une étude avec apport de vitamine K, on a vu que la vitamine K2 avait permis de maintenir l'élasticité vasculaire au cours des 3 années de supplémentation, en parallèle à 12 de perte d'élasticité dans le groupe placebo. Donc, vraiment, quand on compare les deux groupes, on voit une belle amélioration. Les antagonistes de la vitamine K vont augmenter la calcification artérielle, donc des médicaments tels que la warfarine. C'est donc une autre preuve qui nous permet de constater le rôle de la vitamine K dans la calcification. Et les carences qu'on retrouve dans les troubles de maladies gastro-intestinales comme la maladie de Crohn, la fibrose cystique, etc. Donc, ces maladies vont affecter l'absorption de la vitamine K. Donc, la vitamine K est une vitamine liposoluble qui demande donc un travail d'absorption. Alors, on voit que dans les cas de maladies comme celle-là, on va trouver plus de maladies là, cardiovasculaires. Alors, la forme que nous utilisons chez Aware, c'est la forme MK4, qui est la forme biologiquement active de vitamine K2. C'est la forme qui a été impliquée dans la plus grande majorité des études cliniques, notamment portant sur les fractures. La MK7, beaucoup moins répandue,
elle a une demi-vie qui est plus longue que la MK4. C'est tout simplement parce que c'est un peu une forme de stockage. Le corps va garder la MK7 plus longtemps au niveau sérique parce que quand il en a besoin, il va la convertir en MK4 et c'est la MK4 qu'on va retrouver finalement au niveau osseux, par exemple. La coenzyme Q10, ça c'est une autre vitamine ou un autre supplément qui est très, très intéressant dans le cas de la santé cardiaque globale. Alors, la coenzyme Q10, donc un très, très bel antioxydant qui va prévenir les dommages, donc un impact au niveau de la pression artérielle et sur l'insuffisance cardiaque. Et la vitamine, c'est-à-dire pas la vitamine, mais la coenzyme Q10 également va permettre de stimuler la production de la prostaglandine, de prostacycline, PG12, et qui va être impliquée à ce moment-là dans le processus inflammatoire. Les statines, et ça c'est très, très, très important de le savoir, les médicaments de type statine vont réduire les niveaux de coenzyme Q10, et donc la carence de coenzyme Q10 va occasionner des myalgies. Et comme on sait que le cœur est un muscle, eh bien, vraiment, c'est un impact que nous ne voulons pas avoir. Alors, très important, si les gens prennent des médicaments de type statine, il faut absolument incorporer un minimum de 100 à 200 mg de coenzyme Q10 quotidiennement. Alors, les dosages de coenzyme varient de 40 à 500 mg par jour. Ce que nous visons à atteindre, c'est 3,5 microgrammes par millilitre au niveau sanguin. Dans les études sur l'hypertension, on constate que des doses de 100 à 200 mg par jour sont recommandées. Dans les cas d'insuffisance cardiaque, il faudra aller dans des doses supérieures à 300 mg. Donc, encore une fois, il y a deux formes de coenzyme Q10 qui existent, la forme ubiquinone et la forme ubiquinol. Alors, l'ubiquinone, c'est celle qu'on vous propose ici à 100 mg par capsule et on va voir qu'on l'a dans une autre gamme chez Aware sous la forme d'ubiquinol. Alors, on recommande de consommer la coenzyme Q10 également avec les repas en dose divisée et de la retrouver dans un système de livraison qui est liposoluble. Alors, un peu comme pour la MK4 et la MK7, l'ubiquinone et l'ubiquinol sont deux formes finalement de coenzyme Q10. La forme oxydée, c'est l'ubiquinone et l'ubiquinol est la forme réduite. Donc, les deux sont acceptables. Ce sera le dosage qui va varier à ce moment-là. Le dosage est moins important au niveau de l'ubiquinol. Les antioxydants, ce qu'il faut retenir, c'est que une combinaison d'antioxydants sera toujours plus efficace qu'un antioxydant isolé. C'est ce qu'on appelle une synergie. Alors, par exemple, la vitamine E va agir au niveau des membranes. Elle va permettre de recycler la coenzyme Q10. La vitamine C, elle, va travailler à l'extérieur de la cellule et elle va permettre de recycler l'acide alpha-lipoïque. Et le glutathion, lui, va travailler à l'intérieur de la cellule comme telle et va permettre de recycler des anthocyanidines et le NADH. Et si vous voyez, il y a un lien de recyclage et d'utilisation entre la vitamine E, la vitamine C et le glutathion. Donc, chez Aware, on vous propose le produit antioxydant Synergie, qui est en fait la combinaison de différents antioxydants, l'acide alpha-lipoïque, le complexe de vitamine E, c'est-à-dire les deux familles, les tocophérols, les tocotriénols, donc les 8 formes de molécules, la vitamine C, la coenzyme Q10, le N-acétylcystéine ou NAC, la sélénométhionine et le resveratrol. Donc, très, 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 très belle combinaison d'antioxydants et sous les bonnes formes et dans les bons dosages, un produit que j'aime beaucoup aussi. Le curcumin, donc cette plante dont on parle de plus en plus, qui nous provient donc de la médecine ayurvédique et de la tradition indienne, l'ingrédient actif du curcumin étant la curcumine, il y a une étude qui est apparue dans le American Journal of Cardiology en 2012 qui nous montrait que 4 grammes par jour de curcuminoïdes durant les 3 jours précédant la chirurgie et durant les 5 jours qui ont suivi la chirurgie ont permis de réduire l'incidence d'hospitalisation de 13 par rapport au groupe placebo. C'est-à-dire, pas de 13 ça a permis de réduire l'incidence d'hospitalisation à 13 alors que chez les gens qui consommaient le placebo, il y a eu 30
Alors, l'impact des curcuminoïdes, donc la famille de la curcumine, est attribué à l'effet anti-inflammatoire et antioxydant. Ce qu'il faut retenir, par contre, c'est que la curcumine, qui est l'ingrédient actif du curcuma, comme je le disais, constitue seulement 3 à 5 de la plante. Donc, pour arriver à aller chercher des dosages de 4 grammes de curcumine et non pas de curcumin de la plante, il faut en consommer des quantités phénoménales qu'on n'arrive pas évidemment à atteindre du côté alimentaire. Alors, chez Aware, on vous offre un produit qui a fait l'objet de 10 années d'études cliniques à l'Université de Californie à Los Angeles. Donc, une molécule de curcumine brevetée qui s'appelle Longvida. Et vous la retrouvez dans le produit qu'on appelle le CurcuViva. Vous le retrouvez aussi dans le curcumin active et le curcumin. C'est toujours la même molécule Longvida. Et ce qu'on a fait avec cette molécule, c'est qu'on l'a soumis à différents procédés. Donc, un procédé de nanotechnologie qui permet de réduire la taille du curcumin pour qu'il soit mieux absorbé. Et ensuite, on a enrobé chacune de ces molécules d'un film bilipidique pour permettre à la curcumine de vivre plus longtemps ou d'effectuer son pouvoir positif plus longtemps à l'intérieur de votre corps. Alors, en combinant ces deux technologies, on a augmenté l'efficacité de la curcumine par 100 fois. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'impact de la curcumine Longvida. Donc, 80 mg qu'on retrouve dans chacune des capsules correspond à l'équivalent de 8 grammes de curcumine par jour. Donc, le dosage qui est nécessaire pour favoriser un impact au niveau sanguin sur l'inflammation. On voit qu'il y a même un impact au niveau de la plaque bêta-amyloïde qui est impliquée dans les maladies d'Alzheimer. On voit également un impact au niveau de la production d'oxyde nitrique, on en a parlé du rôle de l'oxyde nitrique, et des triglycérides. L'élasticité vasculaire. Alors, comme on a mentionné plus tôt, lorsque nos artères se durcissent, donc dans le processus d'artériosclérose, le manque d'élasticité va contribuer à l'hypertension et donc aux maladies cardiovasculaires. Alors, l'élasticité vasculaire, c'est une mesure du bon fonctionnement endothélial. Alors, ce qu'on retrouve, c'est que lorsqu'il y a un dysfonctionnement endothélial, donc un durcissement de nos artères, l'activité de l'oxyde nitrique est réduite et on trouve plus d'inflammation et plus de coagulation. L'élasticité vasculaire permet de prédire l'incidence de la mort cardiaque subite, de l'infarctus aigu du myocarde et de l'infarctus de l'angine instable. Alors, l'évaluation de l'élasticité vasculaire est l'une des premières mesures dans la pathologie cardiovasculaire. L'oxyde nitrique peut nous aider à ce niveau parce que l'oxyde nitrique va avoir vraiment un impact, notamment au niveau de l'élasticité vasculaire. L'oxyde nitrique, sa production est affectée par le diabète, par l'hypercholestérolémie et l'hypertension. Dans les cas de glycémie postprandiale élevée, c'est-à-dire lorsque le taux de sucre est plus élevé après les repas, que le taux de triglycérides et d'homocystéine sont élevés, ce sera tous des perturbateurs de la production d'oxyde nitrique dans notre corps et donc du dysfonctionnement endothélial. Le lien diabète-athérosclérose, il faut voir que même les patients qui ont une glycémie à jeun normale peuvent avoir une glycémie postprandiale, donc après les repas, qui sera à ce moment-là élevée. Alors, on recommande habituellement dans notre domaine l'arginine, qui est un acide aminé, comme précurseur de l'oxyde nitrique afin de donc traiter la fonction cardiovasculaire, l'hypertension, pour aider dans les cas de dysfonction érectile et pour la performance athlétique. L'inconvénient des suppléments d'arginine, par contre, c'est qu'il faut en prendre des doses relativement élevées, c'est-à-dire de 2 à 4 grammes par jour. Et la conversion d'arginine en oxyde nitrique est dépendante de certaines enzymes qu'on appelle l'oxyde nitrique synthase. Et ces fameuses enzymes, pour fonctionner, donc pour transformer l'arginine en oxyde nitrique, dépendent d'un taux d'oxygène adéquat, d'un taux de pH adéquat, d'un taux d'homocystéine adéquat. Donc, plusieurs facteurs peuvent affecter l'activité de ces enzymes et donc empêcher la conversion d'arginine en oxyde nitrique. Notamment chez les personnes diabétiques, on voit que cette situation est présente.
Alors, le corps, habituellement, lorsqu'une substance est très importante, va trouver une voie alternative, c'est-à-dire qu'on va avoir un plan B pour produire notre oxyde de nitrique. Alors, il existe évidemment un plan B pour la production d'oxyde de nitrique et c'est celle qu'on appelle la voie NOx 3,2,1. Donc, le corps, tout simplement, à partir d'une alimentation riche en fruits et légumes, va aller chercher l'oxyde nitrique à l'intérieur et l'utiliser pour des fins positives dans notre corps. Alors, les fameuses alimentations ou diètes riches en fruits et en légumes ont un effet cardioprotecteur. On a longtemps cru que c'était en raison des phytonutriments, des antioxydants qu'ils nous apportent, les minéraux également, mais on a découvert au fil des années qu'il y a un autre responsable de l'impact positif de ces diètes. Les chercheurs suédois et anglais ont suggéré que c'était la teneur en nitrate qui était responsable. Donc, l'alimentation riche en fruits et légumes, notamment en légumes verts feuillus, en betterave, va apporter beaucoup de nitrates à notre organisme et les nitrates seront convertis en oxyde de nitrique par cette fameuse voie alternative dont nous avons parlé. Alors, on voit que les légumes à feuilles foncées vont permettre d'abaisser la pression artérielle, les betteraves, par exemple, et c'est parce qu'ils sont riches en nitrates. Alors, on a vu dans une étude réalisée en 2008 que le jus de betterave, à raison de 500 mg, permettait d'abaisser la pression artérielle. Alors, l'impact était relativement rapide et se manifestait jusqu'à 24 heures de temps et on voit vraiment une corrélation inversement proportionnelle, donc plus de jus et moins d'hypertension. Alors, ici, on fait appel à cette fameuse voie alternative de production de l'oxyde de nitrique. Donc, à partir des nitrates alimentaires, on produit des nitrites qui sont ensuite convertis en oxyde de nitrique. Donc, la voie de NOx 3,2,1 est basée sur l'interconversion des nitrates en nitrites puis en ox. Alors, à chaque fois, on perd un atome d'oxygène, comme on le voit ici de façon graphique. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Lorsqu'on ingère les nitrates d'origine alimentaire, les bactéries et les enzymes qu'on retrouve dans notre salive vont avoir un pouvoir de convertir, si on veut, ces nitrates qui seront ensuite absorbés au niveau de l'intestin grêle et de l'estomac. L'excès de nitrate va tout simplement être éliminé au niveau des reins. Ensuite, les bactéries, donc comme on disait, vont réduire les nitrates en nitrites. Les conditions acides de l'estomac vont permettre la conversion de nitrite en oxyde de nitrique et l'oxyde nitrique et les nitrites vont être diffusés par la circulation portale et ensuite le nitrite va être transporté par la circulation artérielle et donc ça va être diffusé un peu partout dans notre corps et ça va permettre donc de réduire la résistance vasculaire, donc le durcissement de nos artères. Ça va permettre de créer une vasodilatation et donc conséquemment de réduire l'hypertension artérielle. Alors, quelques-uns des bienfaits éprouvés des nitrates, donc provenant de l'alimentation ou encore du nitrate de potassium, par exemple, d'un supplément qu'on peut consommer. Le nitrate vont favoriser la diminution de la pression artérielle en créant une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Ils vont permettre d'améliorer la fonction comme telle des vaisseaux sanguins en prévenant les dommages et la formation de la plaque d'athérome. Ils vont permettre d'améliorer la fonction plaquettaire en prévenant l'agrégation et de réduire les effets néfastes de l'ischémie, de réduire les lipides et les triglycérides. Et donc, les nitrites alimentaires vont contribuer à prévenir l'hypercholestérolémie, l'inflammation microvasculaire et vont permettre de renverser la dysfonction endothéliale. Alors vraiment, tous les différents paramètres du bon fonctionnement cardiovasculaire sont affectés positivement par les nitrates. D'autres preuves captivantes, eh bien, les nitrates permettent d'améliorer la performance athlétique en termes de VO2 max. Ils vont permettre d'améliorer l'apport sanguin à la muqueuse gastrique et donc avoir un effet antibactérien. Et les antioxydants tels que le resveratrol, la quercétine, l'extrait de thé vert, le pycnogénol
vont augmenter le taux d'oxyde nitrique dans les cellules dans les cellules endothéliales et permettent d'améliorer le dysfonctionnement endothélial. Alors, ce que ça nous dit, c'est que c'est toujours une bonne idée de combiner donc les nitrates avec des antioxydants. Mais évidemment, dans la nature, le resveratrol qu'on trouve par exemple dans le raisin, la quercétine qu'on retrouve dans les agrumes. Alors, quand on apporte plus d'oxyde nitrique, on apporte nécessairement plus d'antioxydants. Alors, si on prend un supplément sous forme de nitrate, c'est toujours une bonne idée de le combiner avec des antioxydants. Ici, on nous parle d'une étude qui a trouvé qu'un déséquilibre entre le taux d'oxyde nitrique et les espèces réactives de l'oxygène, donc finalement des radicaux libres, vont avoir un rôle négatif dans le mécanisme de l'hypertension. Donc, c'est un lien également qui nous permet de connecter l'hypertension au système nerveux. Le déséquilibre entre la biodisponibilité de l'oxyde nitrique et la production de radicaux libres dans le système nerveux, y compris le tronc cérébral, active le système nerveux sympathique. Et c'est pourquoi des suppléments tels que le GABA et la L-théanine vont permettre de diminuer la tension artérielle. Alors, l'oxyde nitrique sous forme de nitrate de potassium, on le retrouve dans différents suppléments chez Aware, donc la gamme de produits NOx, notamment l'Inflanox, le Cardionox, le Rejuvenox et l'antioxydant NOx. Alors, l'Inflanox, c'est une combinaison donc de curcumine, donc le principe actif du curcuma dont nous avons parlé plus tôt, donc la curcumine combinée avec le nitrate de potassium. Dans le cas du Cardionox, il est combiné avec la coenzyme Q10. L'antioxydant NOx, vous l'avez combiné avec la quercétine et le Rejuvenox, vous l'avez combiné avec la ashwagandha, une très très belle plante qui présente des effets calmants. Donc, si le stress est votre cause principale d'hypertension, ce serait un supplément considéré. On le retrouve également dans le Beets and Berries, qui est notre version d'un produit vert chez Aware, dans le OrthoHeart et dans le Gastro Relief. Si vous désirez en savoir plus au niveau de la technologie NOx 321, je vous invite à consulter notre Advance Magazine. Alors ici, on vous parle, encore une fois de façon graphique, du rôle des antioxydants. Donc les antioxydants vont prévenir le stress oxydatif qui va, lui, faire dégénérer les LDL, les HDL et l'hypoprotéine A, donc qui vont leur permettre d'évoluer vers le durcissement de la plaque d'athérome et donc vers l'athérosclérose. Et l'inflammation va également avoir un impact négatif sur la production d'oxyde nitrique, donc l'importance des antioxydants. Alors, un autre beau graphique qui résume un peu ce qu'on a vu aujourd'hui durant le webinaire, c'est que les taux élevés de glycémie, de triglycérides et d'homocystéine vont générer un stress oxydatif et vont avoir un impact négatif au niveau de la quantité d'oxyde nitrique disponible. Cette combinaison va générer de l'inflammation et tout ça ensemble va affecter le fonctionnement endothélial. Évidemment, avec le temps, ça risque d'évoluer vers l'athérosclérose et le diabète, et le débit sanguin qui sera altéré du fait de l'athérosclérose et du diabète va conduire inévitablement vers les maladies cardiovasculaires et la mortalité si nous ne renversons pas la situation. Une autre combinaison qui nous provient de la médecine ayurvédique dont j'aimerais vous parler, c'est le Cardana Caps. Alors, des plantes qu'on connaît un peu moins bien ici en Occident, mais c'est une formule éprouvée qui a démontré donc son efficacité sur plusieurs années. C'est une combinaison donc de Terminalia arjuna, de Crataegus levigata, de Coleus forscoli, de Witania somnifera, mieux connu sous le nom d'ashwagandha, et de Boer avia diffusa. Alors, cette combinaison d'herbes ayurvédiques, c'est une combinaison qui aura un impact au niveau de la santé cardiovasculaire générale, puisqu'on voit ici que certaines plantes vont agir au niveau du pompage sanguin, comme cardiotonique et vasodilatateur, qui auront un effet au niveau du cholestérol, un effet diurétique, donc vraiment une formule globale pour la santé cardiovasculaire.
Donc, ça serait une très belle formule à combiner, par exemple, avec le TLC dont nous avons parlé plus tôt et avec les produits NOx au niveau de la production d'oxyde de nitrique. Le Advanced Cardiac Support est une autre voie d'entrée si on veut protéger et améliorer notre santé cardiovasculaire. On a ici un extrait d'olive qu'on appelle le l'hydroxytyrosol qui fait l'objet de plus en plus d'études cliniques. Selon moi, c'est un des suppléments qui prendra la vedette dans les prochaines années. Combiner donc ce fameux extrait de l'hydroxytyrosol à la curcumine, donc le principe actif du curcumin, c'est assemblé avec un extrait de raisin entier breveté qu'on appelle le Power Grape. On a rajouté là-dedans la coenzyme Q10, la Terminalia argina, donc la plante ayurvédique qui fait partie également du cardana 4, et la vitamine B6, donc très importante au niveau de la santé cardiovasculaire. Alors, on a un exemple ici de ce qui pourrait constituer la combinaison vraiment suprême au niveau des maladies cardiovasculaires. Ce serait le Advanced Cardiac Support avec la formule TLC 3.0 et le CardioNOx. On pourrait très bien choisir de substituer, par exemple, le Advanced Cardiac Support, comme je disais, par le Cardana 4. On peut évidemment rajouter un supplément de magnésium comme celui qu'on retrouve dans le Cardio Mag ou un autre si vous avez des indications plus spécifiques pour une autre forme de calcium. Alors, de façon sommaire, en résumé, ce qu'il faut pour améliorer l'hypertension et notre santé cardiovasculaire, mais plus spécifiquement vasculaire, ça va être s'attaquer aux causes profondes que sont, par exemple, l'oxydation. Donc, on va faire ça comment? Eh bien, en s'assurant d'apporter plus d'antioxydants, que ce soit par notre alimentation ou par les suppléments. Dans ces antioxydants, on fera une place privilégiée à la curcumine provenant du curcuma et au resveratrol provenant des raisins. On va également stimuler les facteurs fonctionnels tels que la production d'oxyde nitrique, soit par l'apport d'alimentation plus de type végétarienne ou plus de type méditerranéenne, ou encore via des suppléments qui comportent le nitrate de potassium. On va s'attaquer à la production d'apoprotéine A en apportant plus de vitamine C et de niacine. Alors, ce qu'on veut, de façon globale, c'est améliorer le fonctionnement plutôt que de se concentrer uniquement sur les tests de laboratoire. Donc, le fameux taux de cholestérol, on voit que, bon, c'est peut-être important, mais peut-être pas tant que ça. Le taux de sodium peut être important, mais peut-être pas tant que ça. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir une approche beaucoup plus globale dans laquelle on incorporera des suppléments tels que le magnésium, la coenzyme Q10 et des plantes médicinales telles que celles dont nous avons discuté. Alors voilà, ça conclut notre webinaire sur la santé vasculaire et l'hypertension. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que vous pourrez mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Je vous invite à consulter nos autres webinaires et à en discuter, à partager l'information autour de vous. Nos webinaires sont disponibles en français et en anglais. On en a un nouveau à chaque mois. Si vous avez des questions additionnelles, je vous invite à contacter notre équipe technique, notre équipe de vente ou encore à me contacter directement à cdumas@arobase.ca. Alors, merci encore une fois et je vous retrouve le mois prochain pour notre nouveau webinaire.